Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT pour une nouvelle semaine d'informations sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. La campagne de sensibilisation à la vaccination contre les papillomavirus reconduite en principauté. Ces virus peuvent provoquer des cancers. Nous parlerons de cet enjeu de santé publique majeur dans quelques instants avec notre invité, le docteur Henri Venti. La direction de la coopération internationale poursuit son engagement auprès du campus Méditerranée-Moyen-Orient de Sciences Po à Menton. Elle vient de tenir sa traditionnelle école d'hiver et ce pour la 10e année consécutive. Dans ce journal également, la chercheure et archéozoologue Manon Vuillien nous proposera une visite guidée de l'exposition Un prince, un musée, présentée au musée d'anthropologie préhistorique. Du basket et la victoire de la Roca Team face à Chalon-sur-Saône en championnat avant la réception du Partizan Belgrade en Euroleague. Nous reviendrons aussi sur l'hommage de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à Mozart dont on célébrait l'anniversaire le 27 janvier dernier. Monaco relance sa campagne de sensibilisation à la vaccination contre les papillomavirus. Plusieurs temps forts pour informer les jeunes et leurs parents vont ponctuer les prochains mois avant une opération de vaccination dans les établissements scolaires. Elle devrait avoir lieu en avril prochain. Pour développer ce sujet et en savoir plus sur ces virus, nous avons contacté le docteur Henri Venti. Il est responsable dépistage et prévention au centre hospitalier Princesse Grasse. Bonsoir Henri Venti. Bonsoir Émilie. Cette vaccination contre les papillomavirus est un enjeu de santé publique qui n'est plus à remettre en question. Absolument. Cette vaccination, c'est un véritable enjeu de santé publique. Et je rappelle que les papillomavirus sont une grande famille de virus, puisqu'on n'en dénomme pas moins de 200, peut-être un petit peu plus, qui ont la particularité d'avoir un potentiel oncogène. Ça veut dire qu'ils peuvent provoquer des cancers. Alors, dans l'immense majorité des cas, on peut s'en débarrasser, mais certains sérotypes peuvent persister de manière asymptomatique et provoquer des cancers. Alors ça concerne quand même, pour donner des chiffres français, ça concerne 6 000 nouveaux cas de cancer par an. La moitié, environ 3 000, c'est connu, je pense, provoque des cancers du col de l'utérus, provoquant au passage 1000 décès par an. Mais pas seulement, puisque l'autre moitié, c'est-à-dire environ 3 000, peut concerner aussi les hommes, puisque le papillomavirus peut induire des cancers du canal anal, des autres parties génitales et surtout des cancers ORL. Si bien que le cancer lié au papillomavirus n'est pas exclusivement féminin, puisque 40% des hommes auront un cancer induit par les papillomavirus. Ce sont des virus très contagieux, docteur. Comment ils s'attrapent ? Absolument. Ce virus est très, très contagieux. Il se transmet par simple contact, peau et muqueuse. Alors oui, on dit que c'est la maladie sexuellement transmissible la plus répandue dans le monde. C'est une vérité. Mais le simple contact peut suffire. La peau, les ongles ou même une serviette de toilette contaminée peut transmettre le virus. Du coup, le préservatif ne protège pas des papillomavirus ? Absolument. Si le préservatif assure une protection minimale, le préservatif ne protège pas complètement de la transmission du papillomavirus, contrairement à d'autres maladies sexuellement transmissibles. Et pour en revenir aux symptômes, comment les déceler ? Alors justement, le plus souvent, il n'y a pas de symptômes. Alors comme je dis, une partie des papillomavirus va pouvoir s'éliminer par l'immunité naturelle. Une autre partie peut donner des lésions qui, sans être malignes, peuvent altérer très gravement la qualité de vie. Ce sont les condylomes, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, c'est un petit peu comme des verrues qui intéressent les régions génitales et anales. Ces lésions sont gênantes, très difficiles à traiter et très contagieuses. Et elles surviennent à tout âge. Si bien que parler du cancer induit par le papillomavirus, ça n'est pas abstrait ou très lointain. Parce que c'est vrai, proposer des actions pour quelque chose qui va survenir dans très longtemps, ça peut paraître abstrait, mais en réalité, il faut penser aussi que le papillomavirus, ça n'est pas que les cancers, c'est aussi les condylomes. C'est pour cela qu'il faut s'en inquiéter dès l'adolescence ? Absolument. On va venir rapidement au vaccin, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Comme je l'ai mentionné,
les pathologies liées au papillomavirus, ça n'est pas l'apanage d'un sexe. Les deux sexes sont également touchés, premièrement. Deuxièmement, le garçon comme la fille, ou l'homme comme la femme, sont susceptibles de transmettre le papillomavirus. Pour ces deux raisons, c'est bien les deux qu'il faut vacciner. Pendant très longtemps, nous nous sommes cantonnés qu'à une vaccination des femmes, il y a une quinzaine d'années. En 2021, j'avais eu l'occasion d'ailleurs d'intervenir sur votre antenne pour dire que la vaccination a été étendue aux garçons. Ça, c'était en 2021. Et force est de constater que malheureusement, la participation à cette vaccination est largement insuffisante, en tout cas insuffisante pour stopper la circulation du virus. On l'entend donc, hein, la seule façon de s'en prémunir, c'est la vaccination. Qu'est-ce qui est fait en principauté? Quels sont les moyens? Alors absolument. Depuis de nombreuses années, le centre de dépistage envoie tous les ans des invitations aux parents d'enfants en âge. Donc, le gouvernement, j'ai envie de dire, le gouvernement princier met un petit coup d'accélérateur en essayant d'optimiser la participation à ce vaccin en proposant de vacciner dans les collèges. Ça concernera les enfants des classes de 5e et de 4e, je dirais à l'instar de ce qui se passe un petit peu en France depuis le début de l'année scolaire 2023. Il y aura également des réunions d'information à destination des parents pour mieux les sensibiliser à ce virus? Absolument. Alors il y a deux volets là. D'abord, tous les parents concernés vont recevoir un courrier avec des informations précises sur le papillomavirus, ce qu'il provoque, sur la vaccination, sur la sécurité de la vaccination, parce que c'est un sujet important. Et il y aura le 20 février prochain, je donne déjà la date et l'heure, 18h15, donc mardi 20 février prochain, 18h15, au lycée Régnier 3, il va y avoir une grande réunion d'information publique où nous serons là pour répondre à toutes vos questions. Tous les parents concernés sont conviés et ils peuvent bien entendu amener leurs enfants. Eh bien, merci beaucoup Henri Vinty d'avoir été notre invité ce soir pour évoquer cette campagne de sensibilisation à la vaccination contre le papillomavirus. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on précise également que le vaccin contre le papillomavirus est gratuit pour les enfants de 11 à 14 ans, et ce depuis décembre dernier à Monaco. Partons à quelques kilomètres de la principauté à présent. Les étudiants de première année de Sciences Po du campus Méditerranée Moyen-Orient de Menton ont pu assister à la traditionnelle Winter School. Il s'agit d'une semaine de sensibilisation à la solidarité internationale et aux droits dans la zone méditerranéenne, proposée par la direction de la coopération internationale de Monaco. Le reportage sur place d'Émilie Terrasson et Arnaud Humbert. Comme chaque année depuis 10 ans, près de 180 étudiants de première année du campus Sciences Po Menton ont participé à une semaine de sensibilisation à la solidarité internationale et aux différents droits qui s'appliquent dans la zone méditerranéenne, le droit des enfants, le droit des femmes et des filles, le droit des personnes en situation de handicap, le droit des réfugiés et le droit à l'alimentation. Il y a 10 ans, l'équipe a eu l'idée de sensibiliser des étudiants qui étaient tout proches de nous, qui en plus viennent d'une région qui fait partie de notre environnement de coopération, qui est la région Moyen-Orient. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est rapproché du directeur de Sciences Po de l'époque pour lui proposer ce programme qui est un éveil aux droits humains et au respect de ceux-ci surtout. Leur semaine a débuté par 2 journées de conférences, puis pendant 3 jours, ils ont dû réfléchir en groupe à créer un projet pour mettre en avant un des 5 droits proposés. Ils ont pu rencontrer sur le terrain des personnes impliquées, que ce soit politiquement, administrativement ou humainement. Ils nous disent souvent, lors des entretiens d'admission, qu'ils souhaitent changer le monde. Ils souhaitent être utiles, ils souhaitent travailler dans des ONG, pour des autorités publiques au sein de leur pays respectifs. Je pense que cette semaine leur donne l'opportunité de rencontrer des professionnels de terrain et d'avoir une vision très concrète de comment demain ils pourront, sur la question par exemple du droit des enfants, du droit des personnes en situation de handicap ou du droit alimentaire, de contribuer de leur manière à faire de ce monde un lieu meilleur. Plusieurs groupes ont été constitués pour représenter chacun des 5 droits proposés. Seul un travail par catégorie a pu être présenté devant un jury.
Au total, c'est donc 5 groupes qui ont remporté un chèque de 1 000 € pour une association, mais le reportage sur le droit des enfants a particulièrement retenu l'attention. Dans un premier temps, on a rencontré quelqu'un qui nous a parlé du droit international. Donc je pense que c'était assez intéressant d'avoir cette approche juridique. Parce que souvent, quand on voit l'actualité, on est beaucoup dans l'émotion. On n'a pas le temps de prendre du recul. Mais grâce aux intervenants qui sont vraiment des experts, grâce à ça, on a eu le temps de prendre du recul, de comprendre le droit, de savoir que le droit se souciait aussi du côté humanitaire et que ce n'était pas simplement un objet froid qu'on travaillait. Le groupe dont elle fait partie a remporté un chèque de 3 000 € pour l'Office des secours des Nations Unies pour les réfugiés de la Palestine dans le Proche-Orient. Mais bien plus qu'un concours, cette 10e édition de la Winter School a été pour eux le moyen d'apprendre à travailler ensemble pour défendre un projet. Intéressons-nous à présent à cette exposition proposée au musée d'anthropologie préhistorique. Elle s'intitule « Un prince, un musée » et s'inscrit dans le prolongement des commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Pour en parler, nous sommes en duplex avec Manon Vuillien. Elle est chercheure, archéozoologue à l'Université Côte d'Azur et a participé à la conception de cette exposition aux côtés du directeur du musée, Elena Rossoni, notaire. Bonsoir Manon Vuillien. Bonsoir. Cette exposition est un hommage à l'héritage visionnaire du prince Régnier III. Alors, dans cette exposition, vous allez avoir 7 espaces qui sont dédiés aux différents travaux, aux différentes découvertes archéologiques. D'une part, par toute la vision que le prince avait de l'archéologie, mais aussi autour de l'amitié qu'il a nouée avec différents chercheurs. Le prince Régnier III portait un intérêt profond et passionné pour les recherches scientifiques. Oui, tout à fait. Ça, vous pouvez le découvrir sur les différents espaces de l'exposition. À la fois dans les espaces qui présentent les objets archéologiques, les différents sites archéologiques auxquels il a participé, mais également sur des archives qui ont été spécialement préparées et présentées par le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, qui viennent des fonds documentaires du musée, qui sont inédits et qui ont été restaurés à cette occasion. Alors, sous son règne, de nombreuses fouilles ont été menées. Est-ce que l'on peut en citer quelques-unes ? Vous avez des fouilles sur la grotte de l'Observatoire, des fouilles qui sont directement menées à Monaco. Donc, vous connaissez très bien la grotte de l'Observatoire à côté du jardin exotique, ici au musée. Mais également des fouilles qui sont côté français ou côté italien. Et notamment des fouilles qui font l'objet actuellement d'études à nouveau par des spécialistes de l'Université Côte d'Azur et différents chercheurs au niveau national et international. Ces fouilles mobilisaient et mobilisent encore des chercheurs de renommée internationale. Tout à fait. Et avec des partenariats dans différents laboratoires nationaux, que ce soit dans l'archéologie sur diverses chronologies. Ça va du paléolithique jusqu'à l'Antiquité. Ça couvre une grande période. De l'extérieur, quel regard les scientifiques, les chercheurs portent sur le travail du musée d'anthropologie préhistorique ? Le musée, c'est un musée vivant. C'est un musée qui a ouvert ses portes il y a 120 ans en arrière. C'est un musée qui vit de ses collections. Il y a des dons qui ont été faits. Il y a aussi énormément de recherches archéologiques. Le musée contient des milliers de pièces. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un musée qui a ouvert ses collections. Il est ouvert à tous les chercheurs qui veulent venir travailler sur les collections depuis son ouverture jusqu'à aujourd'hui. Et comme en témoignent les fouilles actuelles et la revalorisation des collections patrimoniales qui sont dans le stockage du musée, mais encore par les fouilles actuelles menées par les chercheurs du musée. Vous avez donc participé à la conception de cette exposition. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué en la préparant ? De mon point de vue, moi j'ai participé en tant que chercheur. Et en tant que chercheur, j'ai été sollicitée pour présenter les travaux d'études de collections archéozoologiques qui ont été découvertes sur le site de Perthus II à Méaille lors des anciennes fouilles menées par Louis Barral et son équipe. Louis Barral, qui était l'ancien directeur du musée. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans cette exposition, vous allez découvrir le lien d'amitié qui existait entre le prince et Louis Barral. On apprend aussi, mais même si on le connaît tous, ce lien d'amitié entre Monaco et la Corse, avec ce petit pont qui est fait avec le musée de sites archéologiques de Mariana.
Tout à fait, exactement. Et le musée est très fier d'annoncer son partenariat avec le musée. Eh bien, merci beaucoup Manon Vullien. L'exposition Un prince, un musée est à découvrir au musée d'anthropologie préhistorique jusqu'au mois d'avril. Merci d'avoir été notre invité. Avec plaisir. Un mot de basket avec une nouvelle victoire de la Roca Team en championnat. Dimanche, les hommes de Sacha Obradovic se sont imposés face à Chalon-sur-Saône 82-69, grâce notamment au duo Mike James et Eli Okobo. Les Monégasques restent invaincus sur leur parquet et continuent de dominer la Betclic Elite. Le résumé de la rencontre est signé Justin Hadel et Jean-Alexandre Dordet. Un Mike James exceptionnel. Après 4 minutes de jeu environ, 11-0. Ce sont 11 points inscrits par l'Américain. Plus encore, en 10 minutes de jeu effectif, le meneur a inscrit 24 points, une performance folle. En tout, sur 40 minutes, il en joue 15 et marque 28 des 80 points. Chalon-sur-Saône résiste, le score final en dit long, 82-69, 13 points d'écart. À certains moments du match, la Roca Team prend le large avant de reperdre cette avance, une mise en difficulté qui n'a pourtant pas fait flancher les Monégasques. Ils nous ont poussés dans notre retranchement, on va dire qu'ils ont été très physiques avec nous. On a eu du mal à trouver le rythme, mais on a su s'accrocher et trouver la manière de gagner. Côté Chalon-sur-Saône, le résultat reste satisfaisant malgré la défaite. Du positif et du mieux pour une équipe qui cherche à se renforcer. C'était un match où on voulait venir limiter la casse et travailler. On a vu des meilleures choses par rapport à Bourg chez nous. C'est ça, dans l'intensité on était mieux, on a réussi un peu à recoller, à défendre correctement. Voilà, c'est plutôt positif. Et pour nous le gros match est la semaine prochaine où on reçoit Gravelines dimanche prochain. Donc c'était un bon match de prépa entre parenthèses. Avec cette victoire, la Roca Team maintient son avance en Betclic Elite, conserve sa première place, une manière aussi de se rassurer après un gros match à l'extérieur en Euroleague et un prochain à la maison. Ce sera mercredi à 19h face aux Partisans. Encore un match important qui attend donc la Roca Team agace son médecin mercredi. Musique avec le festival Mozart qui se poursuit à l'auditorium Régnier 3. Cette fois-ci, c'est une pièce rarement jouée qui était proposée sur scène samedi avec en soliste 2 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour un moment musical d'exception. José Sacré vous en dit plus. Deux solistes magnifiques, Sybille Duchesne et François Méraud, jouent la Sinfonia concertante pour violon et alto de Mozart. Je connais un petit peu François, on a fait pas mal de concerts de musique de chambre ensemble. Donc on se connaît plutôt bien et il a fallu se réapprivoiser un petit peu pour la concertante, mais je crois qu'on s'est trouvés. François Méraud, votre instrument, l'alto, a été ici particulièrement bien servi par Mozart. À l'époque, c'était pas courant de traiter l'instrument comme ça. Là, il traite vraiment l'instrument en tant que soliste, à égalité avec le violon finalement. Et en plus, c'est remarquablement bien écrit pour l'instrument. Avec en plus une symphonie de Haydn et la symphonie Jupiter de Mozart, donnée le 17 janvier, jour anniversaire de Mozart, ce concert dirigé par le grand chef Thomas Engelbrock restera comme un moment magique du festival Mozart à Monaco. C'est désormais devenu votre rendez-vous sur Monaco Info. Régulièrement, Christine Datomel part à la rencontre de ceux qui font Monaco, des artisans, des restaurateurs, des commerçants qui participent au rayonnement de la principauté. Bonsoir Christine Da, ce soir on vous retrouve devant
Une enseigne qui s'adapte au gré des saisons, des créations et de la demande. Et oui, aujourd'hui, je vous retrouve sur le Rocher devant une fameuse petite boutique Toysmania Corner Store, la boutique préférée de tous les enfants, des adolescents et même des plus grands. Et vous allez voir pourquoi. Cette boutique est née il y a environ une trentaine d'années. C'était une boutique de collection de jouets, de figurines de jouets. Moi, j'ai repris il y a plus d'une dizaine d'années en essayant de diversifier au maximum les produits et l'activité pour être au plus près des locaux, des résidents du Rocher, des travailleurs également. Aujourd'hui, on retrouve 5 univers vraiment différents. Un univers donc toujours pour enfants, adolescents, avec des figurines solaires qui bougent, des marques Harry Potter, Pokémon. Un univers plutôt poétique avec des globes formidables qui tournent tout seuls, accompagnés du Petit Prince, des anges, une gamme de religieux. Ensuite, on a un autre univers qui change en fonction des thèmes tout au long de l'année. On retrouve tous les thèmes, le cirque, la Saint-Valentin, les grands prix, voilà. Et une autre ambiance plutôt d'objets colorés d'un artiste brésilien qui s'appelle Romero Brito, qui personnalise des marques pour Disney. Donc on retrouve un côté enfantin et également poétique, parce que toutes les formes et toutes les couleurs se retrouvent dans ces produits. Et qu'est-ce qui est le plus demandé? Des objets utiles pour se faire plaisir ou pour offrir. Donc après, il faut toujours être inventif, suivre la tendance et naviguer comme ça au gré des saisons et des créations. Vous l'aurez donc compris, ici c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Alors au milieu des bougies, des objets de décoration pour la maison ou encore des figurines pour les enfants, eh bien sachez que bientôt la marque Pylone fera son apparition. Donc pour tous les amoureux de cette fameuse marque colorée, eh bien rendez-vous ici à Monacoville sur le Rocher. L'adresse est notée. Merci Christinda. On rejoint à présent en studio Frédéric Elion pour vos prévisions météo. Bonsoir Frédéric. Quelle est la tendance pour la journée de mardi ? Un temps mitigé, Émilie, avec un ciel voilé, des nuages bien présents dans le ciel toute la journée. Quelques éclaircies sont attendues. Les températures seront comprises entre 7 et 13 degrés. Mardi 30 janvier, vous pourrez souhaiter une bonne fête à toutes les Martines. Une pensée donc pour toutes les Martines. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, mais aussi au podcast. De nouveaux invités se sont confiés d'ailleurs au micro de Geneviève Berthy, le chef étoilé du Blue Bay, Marcel Ravin, et le joueur de tennis monégasque Luca Catarina. J'en profite pour vous annoncer que Monaco Info diffusera les rencontres de Coupe Davis entre le Paraguay et Monaco ce week-end. Soyez au rendez-vous. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana et cette expérience inédite, une autre façon de vivre un moment musical, qui plus est en la cathédrale de Monaco. Un concert à la bougie qui était proposé en clôture des célébrations de la Sainte Dévote. Le reportage est également à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Passez une très belle soirée et à demain, 19h, pour un nouveau JT sur Monaco Info.